Alors, épisode numéro 2 de l'année 2025. Voilà, on est très heureux de vous avoir tous les deux, de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de design émotionnel et on va plus particulièrement s'intéresser à la question comment intégrer concrètement le design émotionnel dans un projet. Parce que voilà, on va le voir ensemble, le design émotionnel, c'est parfois une notion qui reste un petit peu floue pour les designers. On peut se demander qu'est-ce que ça recouvre, qu'est-ce que ça cache derrière, qu'est-ce qu'on y retrouve. Et ben, le but, c'est aujourd'hui d'éclaircir un peu ça ensemble, grâce à vous, Léo, et Nathalie. Et ensuite, ce qui va nous intéresser dans cet épisode, c'est d'aller creuser un peu plus en direct comment est-ce que concrètement on fait pour l'intégrer dans un projet. Donc voilà, vous qui nous suivez derrière vos écrans, n'hésitez pas à nous faire signe en commentaire. Vous pouvez utiliser les commentaires en direct sur LinkedIn pour échanger avec nous poser vos questions. On va se réserver 10 minutes un petit peu à la fin et on essaiera ensuite de répondre à vos questions. Si jamais il y a une question qui pop et qui correspond au sujet du moment, on y répondra directement. Peut-être avant de nous lancer un peu plus dans cet épisode, je vais vous partager en commentaire un lien vers la formation design émotionnel qu'on fait au laptop. On essaiera aussi de vous en parler un petit peu à la fin de l'événement, mais on propose donc une formation au laptop de 2 jours de design émotionnel avec Léo et Nathalie ici présents. Le but est vraiment... Bonjour Cécile, merci. Le but est vraiment de s'intéresser aux neurosciences, de voir comment est-ce qu'on peut les appliquer dans le design, comment est-ce qu'on peut rendre des parcours, des produits, des expériences plus émotionnelles. Le but étant, on ne fait pas ça gratuitement, de booster l'engagement, la satisfaction des utilisateurs et aussi de se différencier, de permettre aux marques de se différencier. Voilà, comme c'est Léo et Nathalie qui en parlent le mieux de ce sujet que moi, je vais leur passer la main. Et je vous propose de juste commencer par vous présenter. Voilà, on va commencer par Léo. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Yes, bonjour. Donc moi c'est Léo Brouard. Je suis ingénieur cogniticien de formation et je bosse donc en UX design depuis 2015, dans le jeu vidéo depuis 2017. Et moi c'est vraiment ma spécialité. Je passe mon temps dans le jeu vidéo là-dessus à faire du consulting pour différents jeux. J'ai bossé pour Ubisoft. J'ai travaillé sur Just Dance Now, Just Dance 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, à RPG. Fait du consulting pour différents trucs là-dessus. Donc voilà, moi mon dada c'est le design d'expérience spécialisé jeux vidéo. Et vraiment, je fais du consulting sur les facteurs humains appliqués aux jeux vidéo, où je vais accompagner les gens dans leur démarche d'engagement, de satisfaction, de pain point, d'ergonomie, de sciences cognitives appliquées, etc. Voilà. Merci Léo. Merci pour cette présentation. Nathalie, je te passe la main. Merci Jordan. Alors moi, je suis Nathalie. Je suis UX Writer depuis bientôt 7 ans, depuis 2018. J'ai été longtemps freelance. J'ai travaillé avec des startups, avec des grands comptes, souvent dans la banque. Orange Bank, BNP Paribas actuellement, ou CTLM il y a quelques années. Les PCE également, donc assez souvent la banque. J'ai également fondé un meet-up du UX Writing en 2018 qui réunit plus de 1000 membres et qui va bientôt reprendre son activité de réunion mensuelle. Et je suis également formatrice avec Léo au laptop pour la formation de design émotionnel et j'anime la formation du UX Writing en solo aussi au laptop. Voilà pour moi. Merci beaucoup Nathalie. Génial, il faudra que tu nous tiennes au courant quand tu relances les meet-up. Et si ça t'intéresse, pourquoi pas en faire quelques-uns au laptop. On est toujours ravis d'accueillir des événements. Allez, sans plus tarder, alors juste pour ceux qui nous suivent en ligne, je vous en informe, il y a une petite latence liée au stream en direct. Donc voilà, on va recevoir vos questions, on les reçoit avec quelques secondes de retard. Ne vous inquiétez pas, on y répond quand même. Je suis moi-même sur LinkedIn pour répondre à tout ça. Donc c'est parti, on va commencer avec une partie un tout petit peu introductive, mais quand même on va essayer d'aller à l'essentiel, à savoir qu'est-ce que le design émotionnel. Donc Léo, je me tourne vers toi pour cette première question. Voilà, comme je disais, le design émotionnel, on ne sait pas forcément, enfin tout le monde ne sait pas forcément ce qu'il met dedans. Alors en tout cas, ça s'applique pour moi, ça s'appliquait pour certains d'entre nous au laptop et des gens avec qui on a pu avoir une conversation. Comme ça, voilà, c'est une question un peu vaste, mais pour toi, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, cette notion de design émotionnel? Yes, à son plus basique, c'est très simple, c'est prendre en compte les émotions dans le design.
Donc ça, jusque-là, c'est hyper simple. Plus concrètement, il y a 3 grandes démarches là-dessus qui vont être, la première, c'est éviter les pain points, les insatisfactions, les émotions négatives. Donc ça fait partie de la démarche ici de user research et de test utilisateur pour identifier quelles sont les différentes émotions négatives, les points de friction, les points bloquants, etc. pour les utilisateurs et leur faire la peau dans la mesure du possible. Ensuite, on va avoir le niveau d'après, c'est comment est-ce que je fais vivre une émotion positive dans le cadre du design, dans l'instant. Comment est-ce qu'à différents moments de mon expérience, je vais regarder, tiens, c'est quoi mes opportunités pour faire vivre des émotions positives, quel genre d'émotions positives je veux faire vivre suivant la page, suivant le besoin, suivant le contexte, etc. Donc, pensez ça. Et le top ensuite étant d'arriver jusqu'à une connexion émotionnelle qui améliore la satisfaction et l'engagement à long terme. Et on va avoir tout un tas d'outils dans notre boîte à outils là-dessus, comme pour le reste du design. Donc, par exemple, je ne vais pas parler pareil à une personne qui est en deuil ou une personne qui est en joie. Ça paraît assez évident. Donc, on va adapter notre langage à un certain nombre de contextes. Je ne vais pas approcher pareil les émotions sur ma homepage ou dans ma page de paiement. Alors, typiquement, sur ma homepage, je vais peut-être vouloir créer beaucoup d'enthousiasme envers mon produit ou mon service. Alors que dans ma page de paiement, en fait, c'est pas le propos. On n'en est pas au moment de soigner toutes les belles phrases, etc. On est beaucoup plus sur, OK, là, c'est critique. Est-ce que le site est de confiance? Est-ce que je peux mettre ma carte bleue et ça va bien se passer? Est-ce qu'on utilise une API de paiement qui est de confiance? Ce genre de choses. Donc, à chaque fois, on va venir adapter notre démarche. Donc, il y a plein de petits outils là-dessus qu'on voit dans les 3 jours de formation et qui permettent ensuite justement de venir optimiser la démarche émotionnelle. Merci Léo. On retrouve quand même un peu des notions qu'on connaît bien en UX, en design d'expérience, de service. On parle de pain point, voilà. Alors du coup, comment est-ce que tu présentes par rapport à l'UX design, le design émotionnel? Est-ce que c'est une autre méthode? Est-ce que c'est un outil? Comment est-ce que tu le présentes? Ouais, pour moi, c'est vraiment un outil. C'est-à-dire que dans ma démarche de user research en amont du projet, je vais me poser la question de est-ce que les utilisateurs arrivent avec une certaine émotion dans le projet? Est-ce qu'il y a vraiment une émotion majoritaire qui qualifie le genre d'utilisateur qu'on a ou en fonction de leur personnage, ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des émotions qui cherchent à vivre ou des émotions qui cherchent à se débarrasser? Donc, on va intégrer cette démarche-là dans la partie user research et on va la retrouver dans chaque étape. C'est-à-dire que quand je fais ma cartographie d'expérience, par exemple, pareil, je vais me demander, tiens, à chaque étape, qu'est-ce que vit en ce moment l'utilisateur? Qu'est-ce que j'aimerais lui faire vivre? Et comment est-ce que je prends ça en compte? Et on va à chaque fois se poser un peu plus la question, est-ce que je vais m'adapter à l'état actuel de l'utilisateur, à ses besoins, à son contexte? Est-ce que je vais essayer de donner une couleur là-dessus à l'interaction et de proposer une émotion? Est-ce que je vais faire les deux? Et l'idée, c'est que dans notre cartographie là-dessus d'expérience, quand on est en train de penser toute notre expérience, de faire nos flows, nos pages, etc., qu'on puisse avoir cette réflexion. Et donc, on peut l'avoir à un niveau macro, quand on est en train vraiment de penser les grandes lignes de l'expérience, mais aller de plus en plus dans le micro et rentrer sur chaque page, sur chaque mot, sur chaque tournure de phrase, sur chaque asset visuel, comment est-ce qu'on le choisit pour que ce soit en accord avec les émotions qu'on veut faire vivre et bien sûr nos autres critères avec la marque, ce genre de choses. Donc effectivement, il y a des gros rapprochements avec le design d'expérience, le design de service, puisqu'on est vraiment à penser, tiens, comment est-ce que cette réflexion sur les émotions, comment est-ce que la science sur les émotions, comment est-ce que notre recherche sur les émotions vient prendre vie, prendre forme, s'intégrer à la démarche en profondeur à chaque étape. Super, merci beaucoup Léo pour ces précisions. Donc vraiment, et c'est aussi ce qu'on essaie de porter dans la formation, il y a une grosse insistance sur le côté UX Research avec des grosses notions de sciences cognitives, de psychologie, de sciences humaines. Est-ce que, Nathalie, de ton côté, tu peux nous dire un peu plus sur l'importance des sciences humaines dans les recherches? Est-ce que, par exemple, tu aurais quelques outils ou concepts que tu pourrais nous présenter? Oui, bien sûr. Moi, je m'appuie beaucoup sur les travaux de Don Norman sur les 3 niveaux du cerveau, en fait. Donc, en gros, il a défini 3 niveaux d'expérience pour le cerveau. Un niveau qu'on dit viscéral, en fait, qui est une façon très automatique, très inconsciente du cerveau de réagir à une expérience, une information, où on va avoir une espèce d'impression de j'aime ou j'aime pas tout de suite, un effet waouh. Et ça, on le trouve particulièrement dans les entrées de parcours ou les expériences où l'utilisateur est encore très curieux et très disponible en fait pour pouvoir recevoir des informations de la marque,
qu'il est en train ou de l'application sur laquelle il est en train d'aller, par exemple. Donc, je m'appuie beaucoup sur ça. Il y a le niveau également comportemental, où on va avoir un utilisateur qui a besoin de se sentir, d'avoir le contrôle, en fait, de pouvoir agir, de pouvoir prendre les choses en main, de sentir qu'il a une capacité à prendre des décisions dans son action. Donc, on va pouvoir, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ça aussi pour lui donner le plus d'indications possible, pour le guider, pour lui permettre d'avoir de l'empowerment sur l'action qu'il est en train de réaliser. Je vais m'appuyer sur la dernière partie de Don Norman, donc tout ce qui est réflexif, qui est un petit peu prendre du recul. Donc là, c'est le moment où l'utilisateur a beaucoup plus conscience de qui il est, de ce qu'il veut et de son rapport, le rapport qu'il veut établir avec la marque. Donc c'est là où on va pouvoir parler de valeurs, on va pouvoir s'aligner sur une vision commune, des choses comme ça, et où on peut justement parler. Alors en UX Writing un peu moins, ça va plus être un travail de communication, mais on peut quand même diffuser en tout cas les valeurs de la marque à travers une certaine façon de parler, une certaine tonalité, etc. Donc, je m'appuie beaucoup sur les travaux de Don Norman. Je travaille beaucoup aussi avec des outils de CNV, donc de communication non violente, que j'ai découvert à titre personnel il y a quelques années quand je me formais à ça. Et donc, c'est notamment une roue des émotions, donc qui permet vraiment d'avoir une vision assez claire de toutes les émotions que peut ressentir un utilisateur à un moment donné de son parcours sur notre site ou notre app. Et à partir de cette roue des émotions, j'ai également un outil que j'aime beaucoup utiliser, je peux les présenter d'ailleurs, qui s'appelle la roue des besoins, donc qui est pareil, qui va montrer tous les besoins derrière les émotions ressenties qu'un utilisateur peut avoir et comment, à travers mon contenu, moi, je peux répondre à ces besoins. Et c'est des outils que j'aime beaucoup utiliser, que je vous les partage, que j'utilise en formation. Attendez, avant que je vous partage ça, que je ne montre pas les mauvais écrans, et que j'utilise en formation et qui a pas mal de succès et qui, je trouve, permet d'avoir une certaine précision aussi au niveau des émotions. Donc, je ne sais pas si on voit mon écran. Donc ça, c'est la roue des émotions. Donc, on voit quand même qu'on part d'émotions très basiques comme, je ne sais pas moi, la colère ou la peur, et pour aller vers un niveau de granularité qui est assez impressionnant et qui va nous permettre de vraiment cerner avec beaucoup de précision le type d'émotion que peut ressentir un utilisateur. Et derrière, après cette roue-là, il y a cette roue alors que j'ai emprunté à un site, sur un site de communication non violente, mais pareil, qui va permettre d'identifier un certain nombre de besoins à partir de besoins très basiques. On part d'un besoin d'harmonie, on peut arriver à au moins 7 ou 8 besoins derrière. Et donc ça va me permettre de pouvoir travailler mon contenu de façon à pouvoir répondre le mieux possible aux besoins de mes utilisateurs. Après, j'utilise aussi beaucoup tout ce qui touche les dark patterns. Je suis sensible à ça parce que je ne veux pas en créer, justement. Je ne veux pas m'appuyer sur les dark patterns pour pouvoir diffuser mon contenu et m'adresser aux utilisateurs. Donc, je suis consciente que ça existe et je fais attention à ça. Les dark patterns, ça va être toutes les tentatives de manipulation un petit peu mentale qu'utilisent souvent le marketing, pour ne pas le citer, pour pouvoir pousser les utilisateurs à réaliser une action qu'ils n'auraient pas réalisée au préalable. Et donc ça repose sur pas mal de biais cognitifs. Donc les biais cognitifs, c'est une façon assez particulière d'envisager la réalité, c'est-à-dire qu'on a une distorsion cognitive, la plupart d'entre nous, quand on est face à une situation, notre cerveau réagit de façon automatique avec un biais, avec une distorsion, et on n'a pas tout de suite la capacité d'analyser les choses. Et donc, on a un certain nombre de biais qui sont utilisés malheureusement par des marques qui souhaitent nous faire agir d'une certaine façon pour consommer ou s'engager ou réaliser une action qui leur est favorable et pas forcément à nous. J'ai en tête pour les biais des choses comme on peut avoir des biais de rareté. Beaucoup de marques qui utilisent ça. Attention, il ne reste plus qu'un seul produit, donc on a peur de le voir disparaître, donc on n'a pas beaucoup de temps. Attention, plus qu'1 jour pour profiter de cette promotion. Alors, on va devoir prendre une décision rapidement et malheureusement, en fait, c'est de l'information qui n'était pas forcément vraie, ou en tout cas, on n'a pas eu le temps nécessaire pour prendre du recul et décider est-ce qu'on veut ou pas acheter ou s'abonner, etc. Donc, il y a pas mal de cas comme ça, d'utilisation de biais cognitifs par des dark patterns pour nous faire agir d'une certaine façon. Et moi, c'est justement ce que je vais observer pour ne pas le faire et plutôt réutiliser les biais cognitifs de façon à créer une expérience émotionnelle qui soit agréable aux utilisateurs. Étant donné qu'on en a de toute manière,
autant les privilégier, les utiliser pour en faire quelque chose de positif. Voilà. Génial, merci Nathalie. Moi, si je résume, il y a beaucoup d'outils que tu nous as présentés. Donc, le premier, Don Norman, qui définit 3 niveaux d'expérience, dont je vous ai partagé un petit lien pour ceux que ça intéresse. Tu nous as parlé aussi de la roue des émotions, vraiment pour aller creuser en granularité les émotions. Ça, vous pouvez la retrouver, j'imagine, sur Google assez facilement, cette roue. J'ai l'impression qu'elle est assez disponible, comme la roue des besoins, qui part d'outils de CNV. Voilà, tu nous as parlé des biais cognitifs, des dark patterns. Si c'est des notions sur lesquelles vous avez des questions, n'hésitez pas. On pourra profiter d'un temps pour approfondir les uns ou les autres. Alors, vu qu'on est parti dans les outils, qu'on commence à rentrer un petit peu dans la pratique, je sais que toi aussi, Léo, voilà, on avait vu ensemble, il y a une démarche concrète au design émotionnel, et puis il y a aussi des outils spécifiques, toi, que tu utilises. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus là-dessus? Yes, il y a plein effectivement de méthodes là-dessus qui sont un peu plus classiques, définir le projet, recherche utilisateur, cartographie d'expérience actuelle versus cible, etc. Donc ça, c'est des trucs très classiques, mais mine de rien qui sont hyper importants. C'est-à-dire qu'un truc tout bête, c'est les metrics. Si le but du design émotionnel, c'est d'améliorer l'engagement ou la satisfaction, par exemple, il y a un peu cette réflexion ou cette barrière constante de mais comment est-ce que je peux faire du design émotionnel si je peux pas le mesurer, j'ai pas de biométrie pour mesurer les émotions, c'est cher, etc. Mais si l'objectif final, c'est de venir améliorer l'engagement ou la satisfaction, c'est beaucoup plus facile à mesurer. L'engagement, vous avez des métriques de la fréquence à laquelle les gens reviennent, combien de temps ils passent sur l'app, etc. Différentes métriques d'usage qui sont très faciles à récupérer. Donc, il y a vraiment des outils basiques qui sont vraiment très puissants. Et donc, on réutilise les mêmes démarches que dans le reste de l'UX design pour s'assurer qu'on fait du design émotionnel de qualité qui apporte vraiment de la valeur et qui fasse vraiment une différence. Et tout ce qui est A/B testing là-dessus va toujours très bien marcher. Et effectivement, ensuite, on va avoir des outils ou des méthodes qui sont un peu plus dédiées au design émotionnel. Donc, je pense à la stratégie de moment. Je trouve ça vraiment bien. Vraiment, et donc, je vois qu'il y avait David dans le chat. David qui a fait un article là-dessus sur sa démarche aussi de moment pour les parcs Disney. Donc, on est vraiment typiquement sur le même genre de démarche. Le principe de la stratégie de moment, c'est de choisir c'est quoi les moments où on peut faire une différence dans le parcours de l'utilisateur. C'est quand un moment qui est particulièrement haute tension, dans lequel on peut potentiellement aider à alléger la tension ou être particulièrement bon, particulièrement à l'écoute là-dessus. Et si on est là au moment où c'est le plus critique, ça va faire une grosse différence. Donc, un truc tout bête, c'est mon lave-vaisselle vient de tomber en panne, il y a de l'eau partout dans l'appartement, j'ai potentiellement un dégât des eaux, il faut aller récupérer les enfants à l'école, j'ai pas fait à manger, etc. Tout à coup, j'ai ma charge mentale qui vient de monter à fond les ballons. Et il faut que je m'occupe de tout un tas de trucs sur l'assurance, les enfants, le repas, le truc, le machin. Et si à ce moment-là, une boîte, une assurance se positionne là-dessus pour faire la différence, ça va être très fort. Si elle peut dire « je m'occupe de tout, vous pouvez me faire confiance » et effectivement elle délivre, au moment où c'était le plus critique pour moi, il va y avoir un gros impact émotionnel. Et inversement, donc les parcs Disney, moi je prends beaucoup l'exemple des parcs Disney que je trouve vraiment géniaux dans leur démarche, parce qu'ils montrent vraiment bien la démarche. Eux, et donc il y a une conférence ici qui s'appelle c'est The UX Tipping Point de Jared Spool, qui montre leur démarche pour Disney World Orlando, où ils sont vraiment là-dessus sur identifier plein de moments sur lesquels ils peuvent faire une différence. Un exemple que j'ai trouvé assez choupi, c'est quand on crée le compte du gamin, on peut dire, tiens, son personnage préféré, c'est Elsa de Frozen, par exemple. Et la régie peut savoir, en fait, tiens, par rapport au tracking de l'enfant, etc., on sait actuellement que la fin de son séjour approche et il n'a pas encore vu Elsa. Il n'a pas encore vu son personnage préféré. Donc là, on va vouloir créer un moment extrêmement positif, mémorable. Donc, on va appeler la personne qui est actuellement dans le costume de Elsa et on va lui dire, écoute, tu vas attendre à la sortie de telle attraction parce qu'actuellement, il y a le gamin qui est en train de faire la queue et de s'apprêter à faire l'attraction. Donc, tu vas pouvoir l'accueillir. Voici sa photo, voici son prénom. Tu l'accueilles par son prénom et tu vas prendre des photos avec lui. Et l'idée, c'est leur devise, c'est Like Magic. Donc, ils veulent créer des moments de magie pour les gens du parc et particulièrement les enfants, parce que la satisfaction des enfants est corrélée à la satisfaction des parents. Donc, même si les parents ont l'air de passer le pire week-end de leur vie, si leur gamin a passé un week-end magique, en réalité, les parents vont te dire à la fin que c'était magique. Donc, ça, c'est assez marrant. Et ça veut dire qu'ils vont créer ce moment-là incroyable où il y a le gamin
qui d'un coup verbalise en fait un truc extrêmement positif. C'est fou pour le gamin parce que d'un coup il y a son personnage préféré qui arrive, qui l'appelle par son prénom, qui prend des photos avec. Donc le gamin est submergé par les émotions. C'est un moment incroyable. Et ça va être mémorable pour le gamin, pour les parents, et ça va créer en fait ce genre d'expérience like Magic qui fait que les gens derrière veulent revenir dans les parcs. Donc la stratégie de moment ici, je trouve qu'on peut faire plein de trucs absolument super avec. Les besoins émotionnels, tu en as parlé Nathalie, moi je trouve ça super cool parce que je peux les relier derrière à différentes recherches en sciences humaines sur les besoins fondamentaux, sur les drives, sur les théories de l'autodétermination ou sur les valeurs de Schwartz. Donc je peux le connecter à différentes méthodes de sciences humaines là-dessus, différents éléments qui viennent de la recherche en sciences humaines, et ça permet de faire du lien entre les différentes théories pour avoir une démarche complète. Donc, en fait, en se posant la question à chaque étape de l'expérience, tiens, c'est quoi le besoin émotionnel là-dessus? Qu'est-ce qui ferait vraiment la différence en termes de besoin émotionnel? Hop, je sais dans quelle théorie de sciences humaines je peux aller piocher pour avoir le maximum d'impact. Donc, ça, c'est super. On va avoir… après, c'est aussi constamment la cohérence. La cohérence a vraiment beaucoup d'impact. Et on va, de la manière que, en termes d'ergonomie, quand vous faites votre page, votre site, etc., s'il y a des éléments qui sont ambigus, une image qui ne va pas avec une icône ou une icône qui ne respecte pas un code classique ou le positionnement des boutons, etc., qui changent constamment suivant les pages, s'il n'y a pas de cohérence, c'est de la friction supplémentaire. Comprendre le site et rajoute de la friction. Pareil, si je fais un site avec un player vidéo et il ne fonctionne pas comme YouTube, peut-être ça va être perturbant. En fait, le plus consommé aujourd'hui, c'est très largement YouTube. Plus je reprends des codes cohérents avec YouTube, plus c'est facile à prendre en main pour les utilisateurs. Et en réalité, c'est pareil aussi du point de vue émotionnel. C'est-à-dire que si j'ai une image qui évoque la joie et un texte qui évoque la tristesse, d'un coup, c'est bizarre. Il y a une incohérence là-dessus. Et si on a des images qui se veulent hyper inspirantes, plein d'assets ou de traitements sur le site qui se veulent très inspirants, etc. Et derrière, en réalité, l'écriture du site n'a pas été faite par la même personne et ces personnes-là, elles sont très droit au but, pas d'émotion dans le langage, purement descriptif, etc. On a une opportunité manquée au minimum, voire un truc qui est étonnant et un ressenti qui, en fait, la personne va ressentir qu'il y a une petite incohérence là-dessus. Et c'est là où moi j'aime beaucoup, je crois que ça s'appelle la loi de Conway, qui dit que le résultat d'une organisation est le reflet du fonctionnement de cette organisation. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que on est aussi bien sur une démarche de conception d'expérience que de penser la manière de concevoir les process, les répartitions des rôles, les entraides, les coopérations là-dessus, pour qu'à la fin, on ait quelque chose de cohérent et d'impactant, où ensemble, on a créé cette expérience qui peut être like Magic ou qui peut être autre chose, à chacun de définir sa devise, mais qui permet de proposer quelque chose de vraiment impactant. Donc, on a plein d'outils là-dessus et dans lesquels on va venir piocher ensuite dans des savoirs concrets, donc comme les valeurs de Schwartz, comme les théories de l'autodétermination en théorie de la motivation, comme les théories de la perception, de la mémoire. Par exemple, les parcs Disney utilisent la pick and rule, la règle du pic et de la fin. C'est une règle en théorie de la mémoire qui dit que dans la vie, on ne se souvient pas de tout de manière linéaire. La plupart de ce qu'on vit, on l'oublie. Et on se souvient des pics positifs et négatifs et de la fin. Donc, si je vais à un parc Disney, je suis susceptible de me souvenir des pics très positifs, des pics très négatifs et de la fin. C'est pour ça qu'il y a des files d'attente, mais tant que les files d'attente ne sont pas excessivement longues, ce n'est pas grave. Par contre, à la grande époque de Frozen, quand ça venait de sortir, ils ont eu des soucis puisque les files d'attente pour aller voir Elsa et Anna étaient incroyablement longues. Donc là, c'était devenu un gros pain point avec des centaines, voire des milliers de gens qui se plaignent de la file d'attente. Donc, ils ont changé. À la place, Elsa et Anna se sont mis à parcourir tout le parc dans leur carrosse. Et le carrosse avançant pas très vite et allant un peu partout dans le parc, la plupart des gens ont l'occasion de prendre des photos avec leurs gamins devant le carrosse de Elsa et Anna. Mais il n'y a pas la longue file d'attente là-dessus pour que le gamin puisse avoir sa photo avec Elsa et Anna. Donc, il y a une démarche là-dessus de voir à quel moment ça devient un pic suffisamment négatif pour que les gens derrière s'en souviennent et que ce soit potentiellement une expérience, un pain point, un truc traumatisant dont ils se souviennent. Et à l'inverse, comment est-ce qu'on crée des expériences suffisamment positives? Comment est-ce qu'on polish le cœur d'expérience pour qu'il soit très fort? Donc là, bien sûr, il y a les attractions qui doivent être quelque chose de très mémorable et un pic positif. Mais Disney World Orlando, il y a aussi les gens du parc qui sont non seulement ils ont le droit, mais ils ont le devoir d'essayer de tout le temps se poser la question comment est-ce que je peux faire une différence dans le parcours de mes utilisateurs.
Et moi, j'ai fait une série d'entretiens là-dessus pour justement d'apprendre plus sur l'expérience de gens qui revenaient de Disney World Orlando et de quoi est-ce qu'ils se souvenaient. Et vraiment, ils me racontaient un certain nombre de pics positifs. Donc, par exemple, on allait avoir un couple là-dessus ils sont allés ensemble au parc et ils avaient des t-shirts assortis qui se renvoyaient l'un à l'autre. Il y avait une blague en 2 t-shirts et la blague étant sur l'univers de Disney. Donc, il y a quelqu'un du cast qui est arrivé, qui a fait « Mais c'est incroyable, vos t-shirts, c'est trop drôle. Tenez, voici des fast-pass, donc des tickets pour dépasser la file d'attente et arriver directement à une attraction. » Et en fait, ils ont le droit là-dessus, ils ont tous des petits cadeaux, des trucs comme ça dans leur poche, pour que si quelqu'un fait quelque chose qui contribue positivement à l'expérience du parc Disney, et en l'occurrence 2 personnes qui ont des t-shirts à thème Disney, qui se répondent, qui sont drôles, qui sont cool, et qui montrent un petit peu leur dynamique de couple, bah ça contribue à l'expérience positive du parc Disney et à ce qu'on voit des fans partout et c'est un truc incroyable. Donc, instantanément, c'est trop cool, tenez, voici un cadeau. Et ils ont plein de petits trucs comme ça qui font que tout le parcours du parc est composé de plein de petits pics positifs là-dessus. Et ils ont vraiment les moyens de créer ces pics positifs, d'être à l'écoute des gens pour s'assurer que ça se passe au mieux et qu'il y ait des super moments de magie. Et bien sûr, chaque journée dans le parc se termine par la parade. Et la parade, c'est tous les personnages qui défilent avec des chars, de la musique, des feux d'artifice, des gens qui dansent, qui chantent, etc. Là aussi, pour que à la fin de la journée, ça termine pas le point en mode voilà juste pétard mouillé. Bon bah finalement là c'est terminé, mais il s'est rien passé à la fin et ça fait bizarre. Et les spectacles qui terminent comme ça où la fin est pas assez marquée, instantanément, ça donne un sentiment étrange. Et là, ils soignent à fond la fin pour que la fin soit glorieuse et que effectivement, ça se grave en positif dans la mémoire. Toujours, la fin est extrêmement importante. Donc, c'est autant d'outils qu'on utilise à plein de moments différents pour améliorer l'expérience et proposer quelque chose de vraiment positif qui fasse la différence. Génial. Merci Léo. Du coup, c'est un super exemple Disney. Je vous ai mis quelques ressources que tu nous as partagées en commentaire. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi, je prends juste 30 secondes pour le rappeler, à poser toutes vos questions. Si on va bien sûr continuer l'avancement de l'épisode, mais si il y a des questions qui pop comme ça, n'hésitez pas à nous les mettre directement en commentaire et on y répondra soit directement, soit à la fin de l'événement. Nathalie, je crois que tu avais aussi quelques exemples à nous montrer pour nous dire un petit peu, voilà, pour nous illustrer un petit peu ce que c'est qu'un bon design émotionnel. Oui, en fait, je rejoins Léo sur le pic. Alors, du coup, la règle du pic, nous aussi, en UX Writing, enfin en UX, en design de façon générale, mais en UX Writing particulièrement parce qu'on s'occupe du contenu des mots, du poids des mots, on est sensible à l'expérience d'entrée en parcours et de sortie de parcours. Et c'est important, en fait, que ces 2 expériences-là soient positives parce que c'est effectivement ce que va retenir l'utilisateur. Donc, on soigne normalement l'entrée avec un accueil qui est plutôt chaleureux. C'est là qu'on va jouer beaucoup sur tout ce qui est biais de personnalisation. C'est là qu'on va, si on peut, si le tone of voice de notre marque nous permet, montrer des petites attentions particulières à l'utilisateur. C'est là aussi où on va le remercier en fin de parcours s'il a réalisé une action notamment fastidieuse, d'avoir réalisé cette action, de faire partie de notre communauté ou de nos clients ou en tout cas de nos utilisateurs. Donc, c'est important de soigner ça. Et au milieu, s'il y a des frictions, d'être suffisamment proactif, même actif et proactif, pour trouver des solutions avec lui et l'accompagner. Et oui, effectivement, j'ai quelques exemples à vous partager. J'ai aussi des anecdotes, mais je vais vous les partager à travers les exemples que je veux vous montrer. Donc, c'est différentes marques, en fait, dont j'ai sélectionné les écrans. C'est mes expériences personnelles que j'aime bien partager souvent, d'ailleurs, en cours aussi, quand j'anime la formation de design émotionnel. Donc, c'est tiré de mes expériences perso et c'est des moments que j'ai trouvé assez agréables à vivre en tant qu'utilisatrice. Donc, par exemple, un message d'Airbnb, après avoir justement laissé un commentaire, un message qui me remercie d'être un excellent voyageur, parce que je pense qu'à force d'avoir laissé pas mal de commentaires, j'ai fini par avoir ce statut qui crée, pour moi, qui répond en tout cas à ce que je vous disais tout à l'heure au niveau viscéral, c'est-à-dire que quand je vois ça, je me sens valorisée et ça crée vraiment un lien très fort, un lien émotionnel très fort avec cette marque. Que je plébiscite du coup beaucoup plus parce que je sais que je vais vivre une expérience agréable et que je serai entendue quoi qu'il arrive. Donc, j'ai cette expérience-là. Qu'est-ce que j'ai? Alors, où est-ce qu'il est mon écran?
C'est toujours le sujet. Hop, je suis là. Voilà. Si on doit revenir pareil, se calquer sur les 3 niveaux de cerveau de Norman, Airbnb est pas mal parce qu'en fait, ils utilisent ces 3 niveaux d'expérience possibles. Donc, le premier niveau, on l'a vu. Le deuxième niveau, ça serait justement de m'accompagner dans tout ce que je vais réaliser comme action, donc de parler au niveau comportemental de mon cerveau, en me donnant suffisamment d'outils, d'informations pour que je puisse prendre en main les choses. Donc là, c'est la partie où je deviens hôte moi-même, que je n'ai pas encore alimenté, mais en tout cas, je vois déjà par où passer, si je veux rejoindre un club d'hôtes local ou si je vais contacter une assistance spécialisée. Ils sont là pour m'aider. Je me sens encouragée et soutenue. Et puis le niveau réflexif, c'était le niveau justement où on s'aligne en fait avec les valeurs de la marque, en fait, où on voit si nos valeurs résonnent avec elle, où on prend de la hauteur. Et là, Airbnb a également une dimension un peu plus sociale, puisqu'on peut faire un don ou en tout cas mettre son logement à disposition pour les personnes qui sont sans domicile. Et ça peut aussi faire partie des choses qui me permettent de m'engager davantage avec cette marque-là, en tout cas parce que ça résonne avec mes propres valeurs. Donc, on parlait du pic d'expérience. Effectivement, soigner l'accueil, c'est important. Donc là, c'est par exemple un exemple de Discord, où je me reconnectais et Discord me reconnaît par mon IP peut-être, ou en tout cas, il sait que je reviens. Et avant même que j'ai rentré mon email et mon mot de passe, j'ai déjà un message de bienvenue très chaleureux parce qu'ils sont contents de me retrouver. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Donc moi, en tant qu'utilisatrice qui ne suis même pas encore connectée, je suis contente d'être reconnue par cette marque et j'ai envie de la rejoindre et de vivre une expérience avec. Ça, c'est un exemple de Spotify, qui me montre une section, en fait, où ils vont me proposer des mix qu'ils auront composés spécialement pour moi. À force d'avoir écouté de la musique sur la plateforme, je vais montrer une certaine préférence pour certains titres et ils vont me proposer à terme un mix des différents titres que j'écoute ou me faire des propositions qui sont connexes et qui seront vraiment spécialement dédiées à moi. Donc, j'ai l'impression qu'on prend du temps, que la marque prend du temps pour moi, pour me témoigner de l'attention. Je me sens valorisée et ça me donne envie de continuer à fonctionner avec elle et pas avec une autre plateforme. Là, c'est un exemple de YouSign, de parcours d'onboarding, je crois, où je reçois un emailing qui me demande de confirmer mon email. Et en fait, c'est un emailing qui encourage mon effort, c'est-à-dire que je suis encore en cours d'onboarding, j'ai encore pas mal de choses à faire pour signer mon document. C'est la première fois que j'utilise cette plateforme et on me dit, vous y êtes presque. On m'explique qu'il me reste une dernière étape et c'est tellement fluide, c'est tellement clair et puis c'est tellement encourageant que j'ai envie de continuer à fournir l'effort pour pouvoir faire ma signature finale. Ça, c'est un exemple de Toggle où j'ai paramétré mon timer pour timer mes différentes tâches du quotidien. Et au moment où je viens de le faire, j'ai cette espèce de modèle qui apparaît avec un compliment, des mains qui applaudissent et qui me disent que je suis extrêmement douée pour paramétrer mon timer. Mais c'est très drôle et c'est très valorisant parce que c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas habituel, que je n'ai pas l'habitude avec cette plateforme-là, cette application-là, et que de recevoir ce petit message de félicitations, ça me fait du bien en fait. C'est des petites choses comme ça, mais qui laissent une image très positive de la marque et qui font qu'à la fin, on a envie de la retrouver. Je sais que Slack fait ça aussi, on est des attentions, c'est quand même un outil professionnel qu'on utilise pour communiquer avec différentes personnes de notre environnement professionnel. Ça pourrait être chiant, on pourrait très vite s'ennuyer et juste s'envoyer des informations liées à notre métier, mais pas forcément agréables. Et Slack prend le temps d'être didactique et ludique en même temps, de nous expliquer comment utiliser au mieux la plateforme. Il prend le temps de nous présenter les différentes connexions qu'on peut avoir. Il est très consentement friendly aussi. Donc, il va nous dire si on n'est pas connecté, qu'il a remarqué qu'on était là, mais qu'on n'est pas connecté. Et est-ce qu'on veut apparaître ou pas aux yeux des autres? Il ne va pas nous mettre directement visible. Et puis pareil, si on est trop sur la plateforme depuis un moment, il peut nous dire aussi qu'on peut prendre une pause et prendre un café. Et ça, c'est des petites attentions qui font du bien puisqu'on est plongé dans son travail. On n'a pas forcément le temps de prendre soin de soi, d'avoir une application qui nous donne l'impression de ça. C'est toujours agréable.
On peut aussi, en tout cas, avoir une expérience négative. Ça, c'est mon cas, par exemple, avec Airbnb, une location qui n'était pas top, où j'ai laissé un commentaire négatif. Airbnb aurait pu, a choisi en fait d'accompagner ma déception, c'est-à-dire en me disant que ça avait de la valeur, mon feedback avait de la valeur et qu'ils allaient en profiter pour en faire part à la personne qui m'a loué son appartement et que ça pouvait servir non seulement à cette personne-là pour proposer des meilleures prestations, mais également pour tous les autres utilisateurs qui sauront mieux à quoi s'attendre puisque la personne va affiner les descriptions de ce logement et donc ça va servir à tout le monde. Donc oui, il y a pas mal de choses à faire pour pouvoir garantir, en tout cas proposer une expérience qui est agréable du début à la fin d'un parcours et pour pouvoir laisser une image positive et être le plus possible en harmonie avec les différentes émotions de l'utilisateur. J'ai l'impression qu'il y a des questions. Oui, merci Nathalie. On a eu quelques questions et une question notamment de Sophie alors, un petit mot avant, Marc, merci pour ta remarque. C'est vrai que j'ai partagé un article un petit peu rapide qui était, je crois, sur les règles du pic de la fin, quelque chose sur GitHub. Et merci Marc de préciser l'auteur et le site d'origine où on va retrouver toutes les infos. Donc, suivez le lien de Marc, ne suivez pas le mien. Et comme ça, vous aurez un article bien sourcé. On avait une question de Sophie. Sophie qui nous demande comment est-il possible et est-ce qu'il faut avoir une certaine harmonisation des émotions dans le parcours au risque d'avoir de la cacophonie. Je crois que Léo, tu voulais répondre, tu me l'as dit en bac, et peut-être après Nathalie, si tu veux. Yes, et puis n'hésite pas, Nathalie, là-dessus, on verra du coup ce que tu en penses aussi. C'est vrai que moi là-dessus, j'ai envie de citer la conférence Game Camp de Road 96, donc c'est un jeu vidéo. C'est des gens en fait qui se sont fait conseiller par là-dessus des gens qui ont de l'expérience déjà en cinéma, qui sont réalisateurs et compagnie, et de l'expérience en théorie des émotions. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que déjà, on peut avoir une cohérence, en tout cas, via notamment la cartographie d'expérience, via notre UXMap classique. On peut avoir une forme de cohérence là-dessus où on choisit les émotions qu'on veut faire vivre à chaque étape du parcours. Et comme on travaille là-dessus avec les différents corps de métier, on prend notre équipe pluridisciplinaire et on discute de cette expérience, de comment est-ce qu'on va obtenir ces résultats. Et plus on arrive à collaborer comme ça entre différents corps de métier et avoir une vision claire et commune de l'expérience qu'on veut proposer, plus on sera cohérent. Et donc, au minimum, à chaque moment de l'interaction, là-dessus, harmoniser. Maintenant, il y a une problématique ici qui est que si on n'harmonise pas assez au cours de tout le parcours, si on n'est pas assez cohérent sur au global qu'est-ce qu'on veut faire vivre au travers de ce site, ce service, etc., on risque d'avoir effectivement une cacophonie ou une incohérence là-dessus. Mais si on est trop cohérent, on ne peut pas pleinement donner chacune des émotions. Il y a un truc ici qui est intéressant, moi j'appelle ça l'effet gingembre dans les émotions. Si vous allez manger des sushis, normalement, la manière de manger des sushis, c'est vous mangez un sushi, puis vous avez déjà le goût des sushis dans la bouche. Donc, si vous remangez un sushi, vous allez moins apprécier le suivant. Donc, pour changer ce que vous avez dans la bouche et pouvoir à nouveau parfaitement apprécier le sushi d'après, vous prenez un gingembre, hop, ça vous nettoie les différentes saveurs que vous avez dans la bouche et vous pouvez à nouveau pleinement apprécier un sushi. Et donc ça avait vraiment été pensé pour prendre en compte en fait la manière dont fonctionne le cerveau, qui est si on a déjà le cerveau qui s'est habitué à quelque chose, il faut le déshabituer pour pouvoir à nouveau le ressentir. Un truc tout bête, quand vous mettez vos chaussettes, dans les secondes qui vont suivre, vous allez complètement ignorer la sensation de vos chaussettes sur vos chevilles, puisque ça n'a pas d'intérêt. Donc, la prochaine fois où vous allez sentir la sensation de vos chaussettes sur vos chevilles, c'est quand vous allez les enlever ou le lendemain matin quand vous allez les remettre, par exemple. Parce que le reste du temps, c'est pas pertinent. Et en fait, votre cerveau fonctionne comme ça partout. C'est vraiment une machine à s'habituer. Ce qui veut dire que si on essaie, par exemple, si je fais boue à quelqu'un, puis ensuite j'essaie à nouveau de lui faire peur, ça va être beaucoup moins efficace. Donc, si vous regardez tous les films d'horreur, ils pensent leur expérience pour qu'il y ait un moment où on a super peur, etc. Puis tout à coup, il y a une phase où on change d'émotion. Donc, ça va être le moment dans le film d'horreur où tout le monde est en train de regarder un film et c'est rigolo, ils font des blagues, etc. Et il y a la tension qui se relâche et il y a un petit moment de comédie. Puis on voit le tueur passer au niveau de la fenêtre dehors. Et nous, on sait en tant que spectateur, oh mon Dieu, le tueur est de retour, qu'est-ce qui va se passer? Et nous, on recommence petit à petit à sentir de la peur, de l'attente, etc. L'idée, du coup, pour reset les émotions, c'est tout simplement d'en changer. Donc, il faut qu'on
prennent en compte ici là-dessus, ok, on a différentes émotions qu'on veut donner. Et donc, dans Row 96, ils montrent leur cartographie, c'est-à-dire que pour chaque phase de l'expérience, ils ont un one-pager, une page PowerPoint qui récapitule ici qu'est-ce qu'ils veulent faire vivre, en quoi c'est cool, quelle est la vision qu'ils veulent proposer aux joueurs. Ils ont un mood board visuel, ils ont des notes de production, etc. Et ils ont un enchaînement d'émotions qu'ils vont faire vivre. Et ils vont volontairement varier les émotions. Et c'est-à-dire que souvent, il va y avoir une émotion majeure qui est le truc principal qu'on va faire vivre aux gens. Par exemple, si c'est un film d'horreur, c'est la peur. Si c'est une comédie, c'est du fun, du plaisir, de trouver des moments drôles, de la joie, ce genre de choses. Si c'est une rom-com, peut-être qu'on va avoir un mix de tension romantique et d'humour, ce genre de choses. Et là-dessus, ça va être les émotions principales qui vont revenir régulièrement, qui vont être le fil rouge de notre expérience. Mais entre-temps, on va peut-être avoir des moments un petit peu plus de tension, un petit peu plus avec quelques autres émotions qui vont peut-être être moins fortes, moins travaillées, plus courtes, etc. Mais qui permettent, de venir reset les émotions. Donc, dans une certaine mesure, c'est intéressant d'avoir ça en tête, de se dire, tiens, c'est quoi nos fils rouges et ce qu'on veut prendre en compte versus à quel moment est-ce qu'on va varier et proposer autre chose. Et c'est là où prendre en compte le besoin à chaque étape est hyper important. Parce que justement, à votre étape de paiement, vous voulez rassurer les gens. Être sûr, c'est sécurisé, c'est de confiance, on va pas faire n'importe quoi de ton argent, on va pas faire n'importe quoi de ta carte bleue, etc. Et c'est une bonne opportunité pour à la fois répondre aux besoins utilisateurs à ce moment-là et varier l'émotion principale. Comme ça, quand après vous finissez votre flow sur une touche d'humour et de joie, ça va être d'autant plus facile à ressentir et d'autant plus impactant que c'était pas ce que vous essayez de faire ressentir juste avant. Donc ça peut vraiment marcher. Et c'est cet équilibre-là à trouver sur comment est-ce qu'on est cohérent entre les corps de métier et avec un fil rouge au travers de l'expérience versus comment est-ce qu'on fait de la variation, on reset les émotions et on répond bien aux besoins émotionnels à chaque étape. Et Nathalie, si tu veux rebondir sur ce que tu en penses. Je voudrais rebondir sur sur justement le design des émotions positives, parce que moi, je travaille souvent dans la banque, et dans la banque, on a des devoirs de sécurité et de responsabilité. Et parfois, on est face à des situations compliquées parce qu'on peut avoir des utilisateurs qui sont victimes de fraude ou qui vont être victimes de fraude. Donc, ça fait partie des situations qu'on doit envisager aussi en tant que designer. Et dans ces cas-là, on peut pas, on doit dégrader d'une certaine façon l'émotion. C'est ce que je découvre pas mal en ce moment chez BNP. Notamment avec une collègue qui a travaillé sur un parcours de fraude potentielle pour des utilisateurs et qui a volontairement choisi de dégrader l'expérience pour alerter en fait l'utilisateur qu'il fallait qu'il prenne un temps supplémentaire pour analyser les informations et pour éventuellement ne pas donner cours ne pas continuer l'action qu'il est en train de réaliser, c'est-à-dire un virement ou un paiement, je ne sais plus, parce qu'il y avait un risque de fraude et qu'il devait contacter son agence. Donc, il y a aussi ce moment-là où on peut introduire quelque part une émotion, en tout cas, introduire une forme d'alerte qui va produire un petit stress. Alors, c'est là où on va devoir doser pour ne pas non plus augmenter l'anxiété de l'utilisateur qui est déjà dans une phase critique. Un paiement, c'est une phase critique sur quelle que soit l'interface. En fait, c'est toujours une phase critique. Mais en tout cas, voilà, il va falloir trouver un moyen de l'alerter et donc d'augmenter légèrement son niveau de stress pour qu'il puisse contrôler ce qu'il est en train de faire sans pour autant complètement arrêter l'expérience, l'action qu'il est en train de réaliser. Donc, c'est un dosage qui n'est pas évident, mais qu'on doit aussi prendre en compte dans tout ce design d'émotions de parcours, sur les parcours. Merci à tous les deux pour ces précisions. Merci aussi Sophie pour ta question. N'hésitez pas si vous en avez d'autres questions. On voit que c'est hyper intéressant quand on rentre dans le vif comme ça avec vos questions. Donc n'hésitez pas. On est là. Enfin, moi non, mais Léo et Nathalie. Je vois que Sophie rebondit en disant ascenseur émotionnel. Effectivement, on peut avoir des moments comme ça parce que le parcours n'est pas linéaire. En fait, il se passe beaucoup de choses. Mais l'idée, c'est vraiment que si on a un pic de stress comme ça à un moment donné, qu'on puisse en tout cas terminer ce parcours sur quelque chose de beaucoup plus rassurant, apaisant, sur quelque chose de positif en fait. On va accompagner toutes ces émotions-là, on va guider au maximum l'utilisateur, on va s'aligner avec ce qu'il ressent, mais en lui apportant à chaque fois un contenu qui est adapté, qui lui permette de prendre les choses en main, qui lui permette de s'en sortir. Et donc voilà. C'est ça, ce que dit Axel, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des émotions qui sont parfois négatives, mais qui sont importantes.
à vivre, notamment pour protéger l'utilisateur. Et puis, on ne termine pas sur cette émotion-là, parce qu'on lui propose de résoudre le problème. Donc, a priori, une fois qu'il aura pris conscience qu'il est peut-être susceptible d'être en situation de fraude, il va pouvoir prendre une décision qui va sécuriser. Et donc, l'émotion finale qu'il va ressentir, c'est pas qu'il a été, c'est qu'il a pu prendre une décision qui a protégé, en fait. C'est que la banque a su l'alerter suffisamment tôt et de façon assez adaptée pour qu'il puisse prendre la meilleure décision pour lui-même. Donc, il est entre de bonnes mains quelque part. Ouais, puis je rebondis là-dessus. Pour moi, il faut séparer les vécus négatifs et l'émotion à valence négative, puisque la tristesse, la colère ou la peur, par exemple, sont des émotions à valence négative. Mais si je suis en train de regarder un drame, un film d'horreur, ou ce genre de choses-là, potentiellement, c'est exactement le vécu que je suis venu chercher. Donc, si je regarde un drame, j'ai un vécu d'une émotion à valence négative qu'est la tristesse, mais j'ai un vécu positif, parce que c'est exactement ce que je suis venu chercher. Je suis en train de vivre ma meilleure vie à vivre un drame, et je suis en train de pleurer toutes les larmes dans mon corps et je kiffe ça. Et c'est là où effectivement, je pense qu'il y a une vraie, il faut vraiment séparer les deux. Donc là, dans ce que tu dis, il y a une balance négative là-dessus qui a, j'ai une friction qui me bloque et c'est frustrant, je me prends des alertes, etc. Mais en même temps, ce que je ressens, c'est que ma banque a à cœur de me protéger, de m'assurer qu'il n'y ait pas de fraude, qu'il n'arrive pas de problème à mon compte, etc. C'est un côté rassurant. Et effectivement, il y a une ambivalence là-dessus. C'est OK, il y a une friction, mais en même temps, c'est ma banque, donc je suis plutôt content. Et on peut avoir là-dessus une friction ou un moment à valence négative, mais la personne qui associe un vécu positif. Hyper intéressant. Merci à tous les deux. Alors, on commence à rentrer vraiment dans les émotions. Comment est-ce qu'on peut jouer avec? Merci pour ces exemples aussi. Merci Axel pour ta question. Alors, il nous reste environ une quinzaine de minutes. Nous, on avait prévu de vous parler un petit peu de comment est-ce qu'on peut mesurer le design émotionnel, parce que voilà, c'est un sujet qui revient quand même beaucoup. Alors, on a l'impression, nous en tout cas au laptop, encore plus cette année, de voilà, toujours les KPI, les mesures, comment est-ce qu'on prouve un petit peu la valeur du design. Et voilà, ça tombe bien Charlotte, merci pour ta question. Je crois qu'on va attaquer en plein dedans. Donc voilà, la dernière partie un peu qu'on voulait évoquer, c'était comment mesurer le succès d'un projet en design émotionnel. Léo, tu avais quelques outils à nous partager justement sur la mesure des émotions. Yes. Effectivement, il y a une palette d'outils, encore une fois. Le plus basique, et si vous tapez là-dessus palette d'émotions ou ce genre de choses sur Google, vous allez très vite tomber en fait sur des petites listes visuelles d'émotions. Et l'idée, c'est d'avoir des petites planches visuelles d'émotions déclaratives. Et je suis en train de mener un test et je peux demander à la personne, suite à son test, tiens, qu'est-ce que tu as vécu à tel moment, à tel moment, à tel moment, quelle émotion tu mettrais là-dessus? Et je peux l'aider à verbaliser. Mais on a des soucis par rapport à ça. C'est-à-dire que on va avoir d'une part des gens qui ont du mal à identifier les émotions qu'ils vivent ou à les verbaliser. Même si on a des planches pour les aider, ça peut être un vrai frein ici qui est que les gens ont du mal à mettre des mots sur leurs émotions ou à se souvenir de leurs émotions et à pas rétrospectivement changer leurs souvenirs sur les émotions qu'ils vivaient réellement, etc. Et en plus, il y a un biais déclaratif. Donc, avec tous les classiques là-dessus, il peut y avoir un biais de désirabilité, il peut y avoir un biais de mémoire, il peut y avoir plein de biais là-dessus liés au déclaratif. Donc, c'est mieux que rien et c'est vraiment pas cher. L'étape d'après, c'est de regarder, tiens, comment est-ce qu'on pourrait mettre de la biométrie pour vraiment mesurer factuellement l'émotion. Et là, on va avoir différents éléments. Le souci, c'est que chaque élément de mesure différent mesure un truc différent qui n'est pas suffisant. C'est-à-dire que si je prends la fréquence cardiaque, ça peut. Donc, je vois des variations là-dessus qui peuvent m'aider à détecter, par exemple, un certain niveau de stress ou d'excitation. Et lequel c'est, je ne sais pas. Donc, ça veut dire qu'il faut, dans l'idée, venir différencier. Est-ce que c'est stress, excitation, joie ou peur là-dessus? Et on peut, dans une certaine mesure, devenir plus expert soi et venir apporter ça en plus. Genre, moi, je vois que là, il était là et par rapport à mon estimation expert, je pense que c'est du stress ou je pense que c'est de l'excitation, etc. Et je vais venir compléter l'outil ici. Mais au global, voilà, on a le risque de se tromper et on a une problématique avec l'outil qui est limité. Donc là, il y a des boîtes spécialisées qui vont faire le classique qui est, si une seule mesure ne suffit pas à comprendre ce qui se passe, c'est exactement comme quand on couple du qualitatif et du quantitatif. Quand on fait un survey à grande échelle avec 10 000 personnes peut-être,
et des entretiens qualitatifs pour voir ok, qu'est-ce qu'on mesure et comment est-ce qu'on l'explique, comment est-ce qu'on le comprend. Cette triangulation de l'information, on peut la faire aussi pour la biométrie. Donc, je peux accumuler différents éléments là-dessus. Donc, je peux avoir la capture d'écran du site visité, la webcam du testeur, l'eye tracking, la réponse électrodermale. Donc, je peux avoir différents éléments de mesure là-dessus. Et en couplant tout ça, à la fin, je sais un peu plus qu'est-ce que la personne vit comme émotion réellement. Le souci qu'on va avoir ici ensuite, c'est que ça coûte cher. Donc, il y a des boîtes aujourd'hui qui proposent ça, où on peut aller faire tester notre site, notre expérience, etc. dans cette boîte qui a tout le matos qu'il faut. Et donc, on réserve leurs locaux pendant 3 jours, on fait nos tests utilisateurs et à la fin, on sait quel genre d'émotions ils vont vivre au fur et à mesure. Et donc là, on commence à pouvoir approcher ça, mais on reste sur quelque chose où ça implique un certain budget recherche. Et potentiellement, suivant votre projet, soit vous n'avez pas ce budget-là, soit le budget recherche n'est pas au regard du budget global du projet et vous allez abandonner cette solution. Il commence à se développer des IA qui font de la reconnaissance d'émotions et on m'a dit que les résultats commençaient à être vraiment bien. Je ne peux pas là-dessus témoigner puisque je n'en ai pas encore testé. Donc, si des gens ont des retours d'expérience de ces IA, pourquoi pas. Mais pour l'instant, moi, je réserve mon jugement. Je suppose que comme l'IA n'arrête pas de progresser, on va en arriver à terme à effectivement des IA qui sont capables de détecter finement, avec précision, avec un faible taux d'erreur, les émotions. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé, mais c'est possible. Donc, c'est pour ça que je teasais déjà plus tôt dans la conférence. Pour moi, c'est super intéressant de, quitte à laisser tomber, de savoir exactement quel vécu on fait vivre à la personne. Ok, on voulait proposer de la joie. On n'est pas 100% sûr que la personne vit de la joie. Mais au fond, pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Se souvenir, c'était quoi l'objectif à la base? Si à la base, l'objectif, c'était d'améliorer la satisfaction, d'améliorer le word of mouth, d'améliorer l'engagement, ça, c'est des trucs qu'on a l'habitude de mesurer avec des métriques classiques. Donc, le plus simple et le plus basique et le plus efficace, le moins biaisé, etc., c'est d'utiliser vos métriques classiques, vos entretiens post-utilisation classiques là-dessus, etc. Et vous revenez sur des méthodes plus classiques que vous avez l'habitude d'utiliser et qui feront aussi ici l'affaire. Génial, merci pour ces précisions, Léo. Quand on en discutait en off, voilà, tu me disais, Nathalie, toi aussi, tu n'as pas forcément eu l'occasion de tester l'IA, mais tu avais entendu quand même parler d'un outil. Ouais, j'ai un collègue UX-writer qui peut-être est là d'ailleurs, a utilisé Emotion AI pour pouvoir segmenter les besoins émotionnels de leurs différentes cibles d'utilisateurs. Et visiblement, il y a eu pas mal de retours positifs sur certains parcours pour comprendre quelles étaient les motivations des utilisateurs, les différents besoins émotionnels qu'ils avaient et à proposer des contenus qui étaient vraiment beaucoup plus adaptés à ces besoins-là. Donc moi, j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais c'est vrai que c'est une IA et qui a l'air de vraiment pouvoir identifier pour chaque profil d'utilisateur quelles sont les émotions dominantes et qu'est-ce qui peut répondre à ces besoins-là. On peut vraiment proposer différents types de contenus et voir ce qui fonctionne le mieux avec ces profils émotionnels-là, en fait. Donc, à suivre, à tester pour ceux qui ont la possibilité de le faire. Et sinon, je suis comme Léo, moi, je regarde aussi les objectifs, s'ils sont atteints. Est-ce que, voilà, on a un parcours qui a été réalisé de A à Z? Est-ce que ça a été réalisé rapidement? Est-ce qu'il y a eu des feedbacks sur les apps, etc., les App Store qui sont positifs? Voilà, je vais regarder pas mal d'indicateurs pour me faire une idée de si ce contenu-là est approprié ou pas et résonne avec le besoin émotionnel de l'utilisateur. Mais je n'ai pas accès directement à l'émotion en elle-même via un outil comme l'IA dont je vous ai parlé pour l'instant. Et peut-être pour compléter le sujet qu'on dit, est-ce qu'il y a en UX Writing ou peut-être même en design émotionnel général, est-ce que, Nathalie, par exemple, des fois vous testez plusieurs messages, est-ce que vous faites de l'A/B testing, comment est-ce que ça se passe au niveau des parcours? Eh bien oui, on fait de l'A/B testing aussi. Donc, on a différentes cibles. On propose différents types de messages et on voit lequel fonctionne le mieux. On fait des tests aussi utilisateurs. Donc, on va, pareil, tester différents parcours, différents contenus à nos utilisateurs et voir en fonction des réponses qu'ils nous donnent ou de la façon dont ils réagissent, est-ce que ce contenu-là était beaucoup plus clair, beaucoup plus adapté, beaucoup plus aligné. Les tests sont pas mal parce qu'on les voit, les tests vidéo, on les voit en situation, donc on les voit réagir, on voit s'il y a de la gêne, on voit s'il y a une satisfaction parce que le message était drôle ou bien pensé ou opportun, etc. Donc ça, c'est pas mal aussi quand même pour avoir un espèce de retour sur le niveau, ce que ressent l'utilisateur au moment où il est en relation avec le contenu.
Mais voilà, à part ces moments-là où on peut l'observer, c'est vrai qu'il y en a pas, j'ai pas encore testé des outils qui peuvent vraiment mesurer avec précision le niveau émotionnel sur un parcours. Je rebondis là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a des questions toutes bêtes d'entretien, genre à la fin d'un parcours, d'une utilisation d'un service, demander à la personne c'est quoi ton top 3 et ton flop 3 de ce que tu as vécu dans notre service, dans notre expérience, etc. Bah, ça permet typiquement de voir qu'est-ce que les gens ont retenu. Et est-ce que justement il y a des éléments qui ressortent en négatif dans l'expérience? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on a essayé de polish qui maintenant ressortent en positif et effectivement atteignent l'objectif? Et donc on peut revenir à la pick and roll là-dessus, qui est si c'est les pics positifs et négatifs que les gens vont retenir, qu'est-ce qu'ils ont retenu? Merci Léo et Nathalie. Il y a Charlotte qui vous demande, est-ce que vous utilisez des outils particuliers pour les tests? Moi, j'utilise AB Testy. En fait, j'utilise les outils que mes clients ont à ma dispo, donc AB Testy, ou sinon, je vais faire des guides d'entretien moi-même avec un petit échantillon d'utilisateurs que je vais questionner, observer en cours de parcours. J'utilisais Testapic avant. J'avais une formation avec Testapic avant. Je sais pas si tu veux d'autres outils. Ouais, moi je suis pareil, je suis vachement sur faire mes propres surveys, faire mes propres entretiens, etc., faire tout custom. Après, dans le jeu vidéo, on code nous-mêmes nos métriques. On n'a pas Google Analytics, ce genre de choses là-dessus. Mais sinon, effectivement, il y a des outils web directement intégrés à la conception de sites web qui vont permettre de gérer l'analytics, les A/B testing et ce genre de choses. Ça, c'est quand même pratique. Dans le jeu vidéo, souvent, on est obligé de les coder soi-même, ce qui est moins pratique. Mais effectivement, dans un monde idéal, de toute façon, si on peut chaque semaine lancer un A/B testing sur un truc, alors après ça dépend du volume utilisateur. Moi j'ai bossé sur genre je prends Just Dance, Just Dance, il y a un tel volume utilisateur qu'on peut techniquement faire un A/B testing par semaine et venir améliorer, tiens, un A/B testing sur cette page, ce moment du flow, etc. Et venir optimiser chacun des trucs. Et après on prend chacun de nos prismes en se disant, tiens, là, le prisme, c'est les émotions. Comment est-ce qu'on peut améliorer le design émotionnel sur cette page-là? Comment est-ce qu'on peut l'améliorer sur cette page-là, etc. Et grâce à ça, on a vraiment une case study par semaine et c'est assez intéressant. Génial. Merci Léo. Il y a eu, et Nathalie, il y a eu une autre question de David. Lorsqu'un problème de satisfaction ou d'engagement est observé, comment allez-vous choisir entre le design émotionnel, la gamification, les dark patterns ou une refonte de DA? Qu'est-ce qui pousse, selon vous, vers le design émotionnel? C'est une bonne question. Moi, j'ai en tête Duolingo, en fait, qui est donc l'application d'apprentissage des langues de façon justement ludique, avec beaucoup de gamification, qui fonctionne super bien quand on est vraiment actif et présent dessus, mais qui, en ce moment, depuis quelques temps déjà, fait l'objet de pas mal de commentaires négatifs, notamment pour tout ce qui concerne le CRM, c'est-à-dire que autant la gamification est extrêmement bien pensée pour l'application en elle-même, autant conserver ce modèle pour relancer les utilisateurs qui ont abandonné leur parcours d'apprentissage, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas du tout dans le même état d'esprit, dans le même niveau émotionnel, on n'a plus la même connexion, la même disponibilité cognitive, etc. Et donc, je pense que c'est plus à partir de là qu'il va falloir, si je dois parler de Duolingo, en tout cas, ils peuvent pas conserver la même tonalité, la même approche avec des utilisateurs qui ne viennent plus sur l'application pour les faire revenir. Parce qu'on n'est plus connecté, et si on ne vient pas, c'est qu'on a une bonne raison. Et donc, c'est plus de partir sur quelque chose de l'ordre de l'enquête, où essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qui fait que cet utilisateur-là n'est pas venu. Peut-être de lui présenter des nouvelles fonctionnalités très brièvement dans un emailing pour lui redonner envie de venir, mais certainement pas en reprenant les codes de Duolingo qui sont le renforcement positif quand on a réussi des épreuves, mais sinon qui sont assez culpabilisants pour le reste, en tout cas dans les emailing, et qui vont pas du tout amener l'utilisateur à revenir. Donc dans ces cas-là, voilà, ça dépend, et c'est important de comprendre où est-ce que la personne utilisateur en est pour savoir qu'est-ce qu'on va choisir de lui proposer. Est-ce qu'il est déjà engagé, donc on peut être sur de la gamification, ou est-ce qu'il est plus du tout engagé, et donc là on a besoin d'aller mener l'enquête et comprendre comment le faire revenir. Voilà, ça dépend vraiment de où il en est dans sa vie et dans son parcours beaucoup plus général avec la marque, en fait. Je sais pas, tu voulais dire quelque chose, Léo? Non, mais tout ce que tu as dit est très pertinent. Effectivement, un truc que tu mentionnes, si tu veux, c'est qu'au final, c'est comprendre
qu'est-ce que la personne est en train de vivre et quel est le problème qui va être au cœur du choix de la méthode. C'est-à-dire que quand je vais faire potentiellement mon playtest, mon test utilisateur dans lequel je vais avoir des frictions qui émergent ou dans lequel je ne vais pas être satisfait du niveau de performance, je vais devoir essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et si ce que je vois, c'est que la personne, typiquement dans le jeu vidéo, le pire qu'on puisse avoir, c'est un encéphalogramme plat sur le vécu de la personne. La personne, on est censé lui faire vivre des moments de tension, de joie, de peur, etc. Si on ne voit pas de réaction de la personne, qu'elle est poker face tout du long, bon, il faut commencer à se poser des questions. Et là, on est vraiment sur, visiblement, notre jeu ne propose pas assez d'émotions. Est-ce qu'on peut augmenter le juice? Est-ce qu'on peut augmenter les mécaniques qui rajoutent de la tension, ce genre de choses? Et on va poser cette question-là. De la même manière, s'il y a une incohérence émotionnelle, genre là, j'avais ce besoin émotionnel-là et j'ai un vécu négatif, genre je suis en deuil et j'ai pas l'impression qu'on prend au sérieux mon état de deuil ou ce genre de choses, instantanément, il va y avoir un vécu négatif et c'est ce genre de choses-là qu'on va guetter. C'est de quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'il y a une incohérence émotionnelle? Est-ce qu'il y a un besoin émotionnel qui est mal pris en compte? Est-ce qu'il y a une absence d'émotion et de vécu de la personne? Est-ce qu'il y a une absence d'attachement? Est-ce qu'à la fin, elle est pas capable de citer quoi que ce soit qui lui a fait un waouh? Est-ce qu'elle n'est pas capable de citer des moments positifs à la fin? Est-ce que quand on lui demande s'il y a des trucs particulièrement positifs qu'elle a vus ou qu'est-ce qu'elle a préféré dans le parcours, si elle trouve pas quoi dire et vraiment il n'y a rien qui ressortait, bon, c'est autant de choses qui vont nous dire peut-être qu'on a loupé quelque chose niveau design émotionnel. Et on va pouvoir creuser ça. Là où effectivement, la gamification, c'est beaucoup plus sur des... moi, je le positionne vachement sur de l'engagement ou du changement de comportement. Donc, typiquement, un truc classique, on va dire, qui rejoint les dark patterns, c'est je fais mon site d'e-commerce et j'ai mis 35 € de produits dans mon panier. Et là, hop, nous, on sait que le panier moyen est à 50 €. On met une jauge qui va jusqu'à 70 € et on fait à partir de 70 €, vous avez les frais de port gratuits. Et à partir de ce moment-là, la personne va dire quand même, je passe à côté des frais de port gratuits, FOMO, hop, peur de perdre quelque chose, fear of missing out. Donc, je vais retourner à la regarder sur le site. Est-ce qu'il n'y a pas quand même 35 € de produits qu'il me serait utile, quitte à ce que je les aurais pris une autre fois, mais là, je les prends maintenant. Et hop, là, cette personne a débloqué les frais de port gratuits, mais techniquement, nous, on a débloqué un panier plus gros. Et c'est vraiment des usages différents. Donc, suivant qu'est-ce qu'on essaye de faire, qu'est-ce qu'on essaie d'obtenir comme résultat, quel est le problème, on utilise la méthode qui va avec. Génial, pardon, j'avais coupé mon micro. Merci à tous les deux pour cette présentation et la réponse à toutes les questions. Merci. Voilà, ça fait 1 heure là qu'on est en ligne globalement. On commence à voir dans les commentaires que tout le monde va retourner au travail. Donc, on va pas vous retenir plus longtemps. Bien sûr, si vous avez envie de revoir cet épisode, le replay sera très vite disponible sur notre chaîne YouTube. Merci à tous et tous d'avoir été avec nous. Merci pour vos questions qui à chaque fois et vos propositions. Il y avait aussi, on parlait d'IA, je me permets de le préciser. Je crois que j'ai vu passer à un moment une suggestion d'Eva qui parle d'Odaptos, qui serait un autre outil d'IA pour mesurer les émotions. Donc voilà, merci pour vos questions, pour votre participation qui font vivre ces épisodes. Un grand merci Léo, un grand merci Nathalie d'avoir été avec nous, d'avoir partagé votre expérience. Voilà, n'hésitez pas à aller découvrir la formation qu'on propose au laptop. La date de la prochaine session est en juin, si je ne m'abuse. On en a parlé au tout début de cet épisode. Voilà, du 16 au 18 juin. Et voilà, ce sera au laptop. N'hésitez pas à nous joindre aussi si vous avez des questions sur cette formation, si vous voulez en savoir plus. Nous, on sera là pour ça. Notre équipe répondra à vos questions. Voilà. Super, merci à vous deux et merci au chat. Merci à vous, merci à tous. Bon après-midi. Bon après-midi, au revoir.